Alors l'objectif là, c'est de faire un tour d'ensemble des technoradios qu'on estime intéressantes actuellement. Alors il y en a beaucoup, hein, donc on a dû en sélectionner quelques-unes parce que ça couvre énormément de thèmes différents. Un grand nombre de protocoles qui sont souvent portés par des alliances d'industriels. Voilà. Et beaucoup de concurrence sur certains réseaux comme les réseaux locaux sans fil, comme le Wi-Fi par exemple, ou sur les réseaux longue portée, faible consommation, les LP1. Devant cette abondance de réseaux, en fait, il faut définir des critères qui permettent de choisir quel est le réseau qui sera utile pour le projet. Donc là, on en a sélectionné quelques-uns, comme la portée intérieure ou extérieure, en champ libre ou pas, en bâtiment, en urbain, ainsi de suite. La couverture et le roaming pour les réseaux opérés. Donc, pour les réseaux opérés, savoir si on reste en France, en Europe, partout, si c'est des dispositifs qui doivent se déplacer, ainsi de suite, et donc les changements d'opérateurs éventuels. Toujours sur la portée et la couverture, il y a aussi la topologie du réseau qui peut avoir une influence sur des réseaux maillés, par exemple, qui permettent de l'étendre. Après, sur les points de consommation et de débit qui sont souvent à mettre l'un et l'autre en rapport, l'un par rapport à l'autre. Et puis après, les problèmes de latence qui peuvent être importants dans des applications temps réel, par exemple, et la sécurité qui est essentielle maintenant. On a sélectionné quelques réseaux radio en partant du réseau le plus proche de l'objet, les réseaux très courte distance comme le Bluetooth, jusqu'à des réseaux satellitaires. Alors si on commence par le Bluetooth, c'est un protocole assez ancien qui est présent depuis la fin des années 90, qui a beaucoup évolué et particulièrement depuis la version BLE, la Bluetooth 4.0, qui a réduit fortement les consommations des objets pour permettre l'intégration de systèmes très faible consommation qui ont des données à envoyer de façon régulière mais peu fréquente. C'est un protocole qui est géré par la Bluetooth SIG, une alliance d'industriels, qui garantit l'interopérabilité entre les différents objets. Il est en constante évolution pour ajouter des fonctionnalités. C'est maintenant un protocole qui est omniprésent sur tous les secteurs et pas uniquement le secteur de la vente aux particuliers ou des objets connectés. Et il est toujours en croissance avec actuellement 6 milliards de nouveaux objets par an et quasiment 10 milliards qui sont attendus avant 2030. Si on prend ces caractéristiques, donc c'est de la très faible portée, c'est aux alentours de 20 mètres, mais depuis la version 5, il y a la possibilité d'utiliser aussi le Bluetooth Coded Phi qui permet d'aller jusqu'à 200 mètres en champ libre. Voilà. C'est pareil, depuis quelques versions, on peut avoir de la version mesh. Le coût est relativement restreint avec des coûts de transceiver aux alentours de 1 à 2 euros, des modules inférieurs à 5 euros. Une consommation qui est très faible, qui est de quelques milliampères en communication, mais qui, au final, en moyenne, sur la durée de vie de l'objet, permet d'avoir une durée de vie de plusieurs années sur une alimentation de type pile-bouton. Les débits peuvent être élevés, jusqu'à 1 mégabit par seconde, 2 mégas si on prend une extension du Wi-Fi qui permet d'avoir une FI à 2 mégas. La latence est faible et stable, ce qui permet des applications temps réel, tant que les contraintes temps réel ne sont pas non plus extrêmement faibles. Donc on est aux alentours de 7-8 millisecondes. Et la sécurité est importante, que ce soit dans l'appairage, les échanges, et a été renforcée encore au cours des différentes versions du Bluetooth, en particulier depuis la version 4.2. Si on regarde maintenant peut-être la partie radio. Donc sur la partie radio, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais Bruno, c'est la volumétrie qu'il y a autour du Bluetooth. C'est un protocole qui est quand même ancien, c'est un de ceux qu'on a depuis finalement les premiers systèmes télécoms. Sa grande force, c'était son fonctionnement, contrairement à d'autres systèmes qui sont sur de l'étalement de spectre, où là on va être en mesure de faire du saut de fréquence et donc d'avoir un peu de facilité en fait à faire travailler ensemble différents modules Bluetooth tout en ayant un niveau de performance important. Protocole qui est assez vieux finalement et qui a réussi aussi à évoluer au fil des années avec toujours plus de sécurité, plus de débit et sa grande force, je pense, ça a été de réussir à percer très vite par sa simplicité de mise en œuvre à travers la téléphonie notamment qui lui a donné une vraie dynamique.
En termes de puissance, donc on est sur des systèmes qui sont autour de 10 milliwatts en émission. Donc voilà, fonctionnement en canaux et sur lesquels on va pouvoir faire cohabiter en fait par ces sauts de fréquence-là différents systèmes en parallèle. Sur la partie certification, alors dans la matinée, on a un peu décorrélé la partie certification liée on va dire à la partie vraiment au protocole. Donc sur la partie Bluetooth par exemple, le logo Bluetooth et la certification qui est liée en fait à tout ce qui va être marquage CE, donc tout ce qui va être autour des thématiques de rayonnement, de CEM, qu'on vous représentera un petit peu plus tard. Donc sur la partie Bluetooth, aujourd'hui, si vous mettez en œuvre un module Bluetooth, il faut adhérer à la Bluetooth SIG, et donc ça, c'est gratuit. Si vous avez un module qui est intégré, qui est déjà un module finalement avec cette certification-là, en termes d'essais radio derrière, ils sont limités. Malgré tout, il y a quand même des coûts qui sont assez importants derrière, et donc il faut une volumétrie assez importante pour pouvoir accéder à ce label Bluetooth. Et donc on voit beaucoup de personnes faire du Bluetooth sans mettre le logo finalement, surtout dans des applications qui sont plutôt fermées. Donc dès qu'on veut aller dans le grand public, c'est embêtant, mais pour d'autres applications, on le voit souvent. Et ensuite, si on veut vraiment afficher ce logo-là, c'est à peu près 11 000 € par produit, c'est ça ? Oui, c'est ça, et c'est important de voir, c'est que chaque évolution du produit devra elle aussi être certifiée. Donc c'est vraiment 11 cas par produit, même si c'est des produits très proches. Voilà, ça simplifie juste les processus de certification si on a des produits qui sont dérivés les uns par rapport aux autres. On y reviendra après sur la partie plus radio. Effectivement, les évolutions qui amènent des modifications sur la partie radio nécessitent de repasser des essais. On en reparlera un petit peu derrière. Pour conclure sur la partie Bluetooth, donc il y a énormément d'évolutions depuis la version 5 qui améliore le débit et la portée, des nouvelles fonctionnalités aussi comme la géolocalisation ou l'audio haute fidélité. La consommation aussi est en permanence optimisée au fil des versions et les fonctionnalités de sécurité qui sont améliorées au fur et à mesure. Là, j'ai rajouté un petit point sur la partie logicielle parce que quand vous certifiez votre produit Bluetooth, la partie, le firmware qui gère le transceiver fait aussi partie de la certification. Et ce qu'on peut voir sur les parties open source, c'est que sur la stack ZephyrOS, elle est très complète. ZephyrOS, c'est porté par Nordic derrière, principalement, et NXP. Donc très complète et au niveau fonctionnalité et aussi au niveau du matériel supporté. Par contre, sur EmbedOS, porté par ARM, avec leur stack Cordio, là c'est beaucoup plus limité, que ce soit au niveau matériel ou au niveau fonctionnalité. Et après, si on prend sur des systèmes microprocesseurs, la partie open source de Linux se contente un peu de la version 5 sans trop intégrer pour l'instant les nouvelles fonctionnalités. Et un peu en retard. Et puis après, sur les autres plateformes, surtout, c'est très dépendant à chaque fois du fabricant. Voilà. Donc on peut avoir des objets sur Windows, par exemple, avec des performances complètement différentes. Si on passe un peu plus loin en portée, maintenant, on va passer sur le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, c'est un standard I3E. Et pour la certification, il y a aussi une alliance d'industriels qui s'appelle le Wi-Fi Alliance. Donc le Wi-Fi, pareil, a beaucoup évolué depuis sa création. On est passé de quelques mégabits par seconde à maintenant plusieurs gigabits. Les topologies différentes ont évolué. On n'avait que du réseau en étoile. Maintenant, il y a aussi du mesh qui sont normés, du mesh ou du point à point. Et ils envisagent aussi de nouveaux cas d'usage, comme par exemple l'ambient IoT, donc vraiment très très basse consommation sur des longues portées pour concurrencer les LP1. La réalité virtuelle est augmentée, donc dans ces cas-là, c'est des latences extrêmement faibles, ou l'usage dans la partie intelligence artificielle et machine learning, où là, c'est des gros débits de données à faible latence qui doivent être réalisés. Si on regarde les caractéristiques, en intérieur, on a des portées qui sont de l'ordre de quelques dizaines de mètres, un peu plus en extérieur. C'est le cas en 2 Go 4 et la portée diminue peu avec les bandes de fréquences supérieures, mais elle diminue un petit peu. Donc l'introduction du l'Easy Mesh, la partie mesh standardisée dans le Wi-Fi, qui est peu adoptée. Des coûts de modules qui sont aux alentours de la dizaine d'euros et une consommation électrique qui est élevée en général. Les débits sont de plusieurs gigaoctets et des latences sont très faibles et stables maintenant. La sécurité est élevée en WPA3, qui est obligatoire pour la certification d'un produit Bluetooth depuis 2020.
mais qui est très peu répandu sur le marché. On a surtout WPA2 qui contient des failles de sécurité qui sont plus ou moins patchées. Sur la partie radio, donc contrairement à ce qu'on a vu sur le Bluetooth, on va être sur une utilisation de bande sur laquelle on va faire de l'étalement de spectre et les canaux vont venir se chevaucher. C'est pour ça qu'on a au début du Wi-Fi pas mal de problématiques pour venir faire cohabiter de nombreux systèmes Wi-Fi les uns avec les autres. Ce qui s'est passé au fur et à mesure des années, en fait, c'est de se dire si on veut augmenter un petit peu les performances, la partie sécurité d'un réseau type Wi-Fi, on est allé chercher des bandes de fréquences autres qui vont permettre d'avoir des étalements de spectre un peu plus larges. Et c'est pour ça qu'on voit du Wi-Fi aujourd'hui donc à 2.4, à 5 Go, à 6 Go et du Wi-Fi à 60 Go. Donc ce que tu disais Bruno, c'est d'avoir la possibilité finalement d'avoir aujourd'hui des applications diverses. Il y a une vraie guerre entre les différents protocoles aujourd'hui. On se dit que chacun a son application et finalement on en voit beaucoup sortir qui viennent sur un secteur très fin. Et ceux qui perdurent finalement, c'est ceux qui ont su s'adapter au fur et à mesure en gardant la vision de base, donc le Bluetooth plutôt IoT, le Wi-Fi plutôt passer de la donnée en intérieur. Et c'est là-dessus qu'on voit vraiment qu'il y a un gros travail qui a été fait par Wi-Fi aussi pour essayer d'aller sur des applications différentes tout en gardant leur cœur de métier, c'est-à-dire essayer de faire passer beaucoup de données. Si on parle juste, mais on va passer très vite, quand vous regardez le Wi-Fi, vous avez tout un tas de normes. Donc vous avez les classiques qui correspondent justement à ce qu'on disait sur les bandes de fréquences. Et puis après, vous avez tous les différents standards qui vont venir permettre de travailler au niveau de ces bandes de fréquences-là. Donc en mutualisant les systèmes antennaires, en travaillant sur l'étalement de spectre qui est différent, en ajoutant des couches de sécurité. Sur la partie certification, alors comme pour le Bluetooth, il y a une adhésion à la Wi-Fi Alliance qui est nécessaire. Sur la partie certification, donc on reviendra après sur la partie CE, on retrouve à peu près les mêmes critères que ce qu'on a sur le Bluetooth. Les différences, là, elles vont être plutôt sur les coûts vis-à-vis de la façon dont on va, si on fait un produit, un module. Je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Non, ce qu'il faut voir, c'est juste que c'est pareil, c'est des processus qui sont complexes, qui sont à suivre avec la Wi-Fi Alliance et qui sont nécessaires si on veut faire la promotion du produit et garantir l'interopérabilité. Maintenant, si on parle des perspectives, donc comme disait Nicolas, en fait, ces protocoles, ils essaient à chaque fois d'aller un peu sur le marché des autres. Hein. Donc, avec le Wi-Fi, ça a été la mise en œuvre du Wi-Fi Halo, qui est du sub-gigahertz et qui cherche vraiment à aller sur le marché des LP WAN. C'est un protocole qui est, ça fait plusieurs années maintenant que c'est en place, mais ça prend pas trop au niveau industriel. Pour les réseaux mesh, là encore, donc Wi-Fi Easy Mesh, c'est ce qui est spécifié, mais c'est pas ce qui est utilisé par la plupart des fabricants de matériel Wi-Fi. Ça commence, mais c'était pas du tout la majorité. La plupart avaient leur protocole propriétaire qui bloquait certains canaux pour faire la transmission du mesh. Les évolutions à l'étude, c'est donc une autre façon de faire que le Wi-Fi Halo pour toujours concurrencer les LP WAN. C'est plutôt sur les prochaines versions de Wi-Fi que c'est prévu, et avoir des performances toujours plus importantes avec des latences toujours plus faibles. L'objectif, c'est de remplacer les réseaux câblés. Maintenant, si on va sur les LP WAN et le plus connu d'entre eux, donc c'est LoRaWAN. LoRaWAN, ça s'appuie sur la couche physique LoRa. LoRa, c'est un protocole propriétaire de la société Semtech, qui l'a racheté à Cycleo, qui était une entreprise grenobloise. Et dessus, ils ont fait donc au sein de la LoRaWAN, de la LoRa Alliance, un protocole qui permet l'interopérabilité des différents dispositifs. Un des avantages du LoRa, c'est qu'on peut fonctionner sur des réseaux opérés ou sur des réseaux privés. Il y a une géolocalisation possible, principalement sur des réseaux opérés. Il faut avoir suffisamment de gateways. Et après, les marchés, ça reste les villes connectées, l'industrie, l'agriculture. Voilà. Et si on prend l'ensemble des réseaux LP WAN, hors Chine, c'est le réseau LP WAN qui est le plus utilisé actuellement. On est sur des portées de 5 km en urbain, alors ça peut être moins quand même en intérieur, hein, dans des bâtiments un peu complexes, on est
inférieure on est plutôt aux alentours de la centaine de mètres ou de 200 mètres, et jusqu'à 30-40 km en champ libre, avec des antennes placées suffisamment en hauteur. Il y a une couverture opérateur qui est importante partout dans le monde. C'est un réseau qui est très, très déployé. Le coût des modules est élevé par rapport au Bluetooth ou Wi-Fi. On est plutôt aux alentours de 10 à 50 €. La consommation est faible, mais les volumes de données aussi sont très faibles et dépendent du facteur d'étalement. Donc ça c'est lié à la technologie LoRa. Donc on peut avoir des données très faibles qui vont aller plus loin dans des environnements perturbés, et puis après des bits qui sont un petit peu plus élevés et des distances plus courtes. La latence aussi dépend du facteur d'étalement, c'est le spreading factor. Et la sécurité est élevée, hein, tout est chiffré. Sur la partie bande de fréquence, on va être plutôt, donc, comme Bruno le disait tout à l'heure, en dessous du giga, comme tentent de se positionner certains Wi-Fi. L'idée, c'est vraiment de venir répondre à une problématique qui était d'apporter finalement peu de données, mais sur des longues distances. On avait Sigfox qui a su bien le faire, et finalement LoRa est venu en concurrence de cette typologie de réseau-là. Donc on est capable finalement, en ayant des systèmes qui vont envoyer sur des petites impulsions des signaux plutôt très longue portée, avec des récepteurs qui vont être, eux, pour le coup, capables d'aller chercher très loin dans le bruit. Donc on va avoir aussi quelques contraintes en termes de vitesse de déplacement ou de choses comme ça. Et on va avoir quelques contraintes aussi sur la proximité entre ces différents réseaux pour les faire cohabiter. Mais c'est vrai que c'est un réseau qui est venu, lui, se positionner, qui a gagné en fait sa place parce qu'il venait répondre à une problématique qui est finalement sur lesquelles les autres réseaux ne pouvaient pas répondre. Sur la partie certification, Bruno, si tu veux le prendre. Oui, c'est un peu comme les autres en fait, hein. Donc il faut être adhérent à la LoRa Alliance. Et après, on a une série de tests fonctionnels. Alors quand on devient adhérent, on a accès déjà aux spécifications qui sont plus disponibles gratuitement, ce qui était le cas pourtant au début. Donc il faut devenir adhérent pour avoir les spécifications, les protocoles de test. Et quand on devient adhérent, on a aussi un logiciel à faire tourner sur notre objet qui permet de faire des autotests en fait. Et c'est à partir de ces autotests qu'on peut certifier la partie fonctionnelle. Après la partie RF, elle se qualifie comme toutes les autres. Et on peut passer par un labo accrédité, ou alors on peut le faire nous-mêmes, si on n'a pas la partie RF à faire. Donc si on prend un module LoRaWAN, par exemple, on part sur la partie self-test, on fait passer les tests fonctionnels, et ensuite on les montre à la LoRaWAN Alliance, qui va choisir de valider ou pas, et nous mettre le tampon. Et après on est représenté sur leur site. Alors ça n'empêche pas d'utiliser des produits LoRa, hein. Il y a des grands fabricants qui ont des produits qui ne sont pas certifiés, et qui sont indiqués sur le site comme étant non certifiés. Par contre, pour fonctionner sur un réseau opéré, c'est souvent exigé. Pour résumer sur le LoRa, donc ce qui est intéressant, c'est vraiment la couverture hein, au niveau mondial. L'offre importante, que ce soit de modules ou d'opérateurs. La possibilité d'avoir son réseau privé, d'avoir un réseau opéré, d'avoir des réseaux publics aussi collaboratifs. Il y a différents systèmes opérateurs qui sont en place sur ça, ou des réseaux hybrides avec des accords entre les différents systèmes. Dans les évolutions, on verra plus bas, mais ce qui est maintenant validé par la LoRaWAN Alliance, c'est l'utilisation de la communication directe entre l'objet et le satellite avec le même matériel, et pour augmenter la couverture hein, en dehors des zones terrestres en particulier. Et la question au niveau de la concurrence, c'est les LPWAN cellulaires et leur déploiement. Et là, on peut voir sur la photo, c'est intéressant, c'est une intégration, c'est une étiquette qui contient toute la partie LoRa plus la batterie qui est disponible hein, depuis quelques semaines. Et ça vaut 13 $ une étiquette comme ça, par exemple. Voilà. Et ça fait la durée de vie du produit. C'est la société RAC Wireless qui fait ça. Après, donc, le LoRaWAN, qui est celui qui est le plus déployé, on a quelques réseaux concurrents hein, qui sortent un peu du lot. Donc, un des principaux, c'est Wison. L'objectif de Wison, quand ils ont créé l'Alliance, c'est d'avoir un standard qui ne dépende pas d'un matériel qui soit sous licence d'un seul fabricant. Donc, comme on a dit, hein, c'est Semtech qui fait la partie LoRa et qui est le seul à pouvoir fournir des licences actuellement. Donc, si c'est une dépendance vis-à-vis de Semtech. La Wison Alliance, c'est pas le cas. Donc, il y a un standard et après, il y a plusieurs fabricants de matériel, que ce soit la partie transceiver ou des stacks logiciels qui vont derrière.
C'est aussi un réseau qui a comme intérêt d'être directement IP. C'est un réseau IPv6 qui est basé sur le 802.15.4, comme le 6LoWPAN par exemple, ou Zigbee ou d'autres réseaux, et qui intègre du mesh. Un autre avantage au niveau de la sécurité, c'est la gestion à l'intérieur du protocole réseau d'une infrastructure à clé publique. Donc tout ce qui est authentification, ainsi de suite, ça marche avec des systèmes de clés. Et il n'y a que 2 organismes qui servent d'autorité de certification pour toutes ces clés. Et ils viennent directement en concurrence du LoRaWAN et du NB-IoT, enfin des autres LPWAN en général. Pour ces trois LPWAN qu'on va passer, là on fait juste un aperçu rapide, on pourra développer en dehors, on ne va pas faire toute la partie radio, ainsi de suite. WirePass, c'est une autre approche qui est intéressante. Donc là, ça fait partie du DECT Forum, et ça utilise depuis très récemment, là, quelques mois, il y a possibilité de l'avoir sur 3 bandes de fréquences. Ah, j'ai une notification, pardon. Et la grande nouveauté, c'est quand même l'utilisation d'une bande qui n'est pas sous licence de la 5G à 1,9 GHz. Donc c'est une bande où il y a beaucoup moins de problèmes au niveau interférence que sur les bandes ISM qui sont utilisées par le LoRa. Et ce qui leur permet d'avoir une portée importante, voilà, et moins de problèmes. C'est une solution qui est uniquement logicielle, qui est poussé par différents industriels, comme Nordic par exemple, qui le fait sur le 2GK4, U-Block, ainsi de suite. Il y a plusieurs distributeurs. Et après, il y a aussi une offre sub-GHz. Donc une stack logicielle, mesh, 3 possibilités au niveau radio, avec des caractéristiques différentes. Il y a eu un cas d'usage récent, ça a été utilisé par la SNCF en déploiement à l'intérieur de tunnels pour faire de la localisation de leur équipe de maintenance. Donc, et comme c'est un protocole qui supporte d'avoir un très très grand nombre, une très grande densité d'objets, ils ont mis des balises, en fait, des objets communicants, tout le long du tunnel. Et après, sur chaque casque, des petites puces. Et ils avaient, avec une latence très faible, la position de tout leur personnel. Non, ça ne marche plus. Là. Le dernier qu'on va voir là dans les autres LPWAN qui viennent en concurrence et qui ne sont pas cellulaires, c'est celui de la MyOT Alliance. Lui, c'est pareil, il est uniquement logiciel, mais en fait il vise la bande ISM 169 MHz, beaucoup plus bas en fréquence. Il a une très grande fiabilité, il permet d'aller beaucoup plus loin, en particulier sous terre par exemple, ou dans les bâtiments très très denses. Et il utilise, au niveau logiciel, il y a deux choses qui permettent d'arriver à ça, c'est le découpage des messages en plein de petits morceaux et la redondance dans les envois. Donc il envoie un message découpé en plusieurs fois et après il s'est rassemblé de l'autre côté avec une grande fiabilité. Ah, Nicolas. Ouais, merci Bruno, merci Nicolas. Alors vous avez vu, on a fait une introduction assez large de ce qu'on entendait par technologie de télécommunication. Vous avez vu qu'il y avait un pied dans l'informatique, un pied dans l'électronique, un pied évidemment dans les ondes radio. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui Système et Cathy parmi nous. Moi, ce que je voulais, c'était attirer votre attention sur cet écran-là, puisque on vous interroge en fait pour savoir quels sont les réseaux de télécommunication que vous utilisez. Et alors, parmi les réponses que commence à avoir, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a quand même, de manière globalement assez bien équilibrée, des utilisateurs de Wi-Fi, du Bluetooth, 4G, 5G, donc j'imagine des réponses plutôt sur des usages personnels que professionnels. On a du LoRa à 10%, du satellitaire à 5%, on va en parler de plus en plus, parce que c'est clairement des technologies émergentes. Et puis autres à 3%, donc c'est des choses peut-être qu'on n'a pas couvertes ou qui sont présentes ici mais qui n'ont pas été évoquées. Donc n'hésitez pas à répondre à ces questions, je reviendrai souvent les commenter avec le petit QR code. Donc oui, c'est effectivement, on voit que ce qui ressort beaucoup, donc ce qu'a présenté Bruno, c'est beaucoup de réseaux différents. Et ce qui est le plus utilisé, finalement, ça paraît évident, c'est ce qui est un petit peu standardisé, j'ai envie de dire grand public. Juste par rapport à la partie certification, vous disiez tout à l'heure, comment ça fonctionne. Donc, côté système, nous, on peut faire des essais, justement, qui permettent de faire tout ce qui est marquage CE. Donc, on ne travaille pas sur le
le petit tampon Bluetooth ou le petit tampon Wi-Fi. Par contre, on est en mesure de regarder un petit peu comment ça fonctionne pour que vous puissiez mettre vos systèmes dans le commerce. Et à ce moment-là, ce qu'on va regarder, c'est 3 choses. Déjà, c'est ce qu'on appelle donc la directive RED, donc tout ce qui va être autour de la radio. Donc on va faire des essais de puissance. On vous a dit que sur les différents standards, vous avez des puissances à respecter. Est-ce qu'on utilise le spectre de la bonne façon ? Est-ce qu'on ne vient pas déborder un petit peu sur le canal d'à côté ? Est-ce que dans notre émission, on n'a pas aussi des parasites qui pourraient venir embêter les petits modules de communication à côté ? Et puis on va regarder aussi un petit peu s'il n'y a pas des moments de blocage dans la communication. Donc tous ces essais-là, c'est ce qu'il va y avoir autour de la directive RED. Et aujourd'hui, dans la directive RED, on va retrouver aussi tout ce qui est cybersécurité. Les deuxièmes types d'essais qu'on va pouvoir faire, ceux-là, ça va être plutôt des essais CEM, où là, on va regarder un petit peu par rapport aux différentes entrées du module. Donc on n'est pas forcément toujours en radio, on peut être aussi de façon connectée. Regardez comment les signaux qui vont rentrer finalement dans votre module ne vont pas venir parasiter le fonctionnement. En conduit, donc directement branché sur les différents accès, ou en rayonné, où cette fois-ci, on va venir générer des parasites dans des gabarits et voir comment votre module va pouvoir réagir. Donc ça ne permet pas d'avoir le Bluetooth, mais quelque part, ça vous permet de mettre d'avoir le logo Bluetooth ou Wi-Fi, mais ça vous permet de mettre vos systèmes dans le commerce. Ce qu'il faut bien comprendre, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où votre module, lui, est certifié, ça veut dire que le module lui-même est en mesure de répondre aux étalements de spectre, aux gabarits qui sont ceux de la norme. À partir du moment où vous l'intégrez maintenant dans un produit, ou que vous le faites évoluer, ce que tu disais Bruno, ça va demander de refaire tout un tas d'essais parce que les gabarits peuvent changer, les systèmes d'émission, les puissances qui sont en jeu peuvent changer, et surtout la partie vulnérabilité. Et les derniers essais qu'on va faire, ça va être plutôt tout ce qui est autour des directives basse tension. Donc c'est très documentaire, c'est regarder que autour de certaines utilisations de systèmes sans fil, il y a des contraintes réglementaires, qu'elles soient bien expliquées, des moyens de mettre en œuvre votre système, et tout ça, c'est aussi étudié autour du marquage CE. Si on continue sur les LP WAN maintenant, mais qu'on passe sur ceux qui sont cellulaires, donc on a le NB-IoT et le LTEM qui sont définis par la 3GPP. C'est des systèmes qui sont opérés uniquement, qui sont dans un spectre sous licence, qui sont compatibles 5G, qui évoluent dans la version 5G, qui sont complémentaires, comme on verra au niveau des caractéristiques, et qui sont déployés de façon plus ou moins homogène partout dans le monde. Leur caractéristique, c'est d'avoir une portée importante et avec un avantage pour le NB-IoT pour la pénétration dans les bâtiments en particulier. Du roaming possible, mais compliqué en NB-IoT qui ne supporte pas le handover, donc le changement automatique de tour, ce qui complexifie, et qui fait que le NB-IoT en général est moins adapté dès qu'il y a un déplacement. Le coût des modules est plus élevé il est dans le même ordre finalement que le LoRaWAN, c'est plusieurs dizaines d'euros. La consommation est moyenne à faible grâce à des extensions qui permettent de la réduire. Les débits peuvent être plutôt faibles côté NB-IoT ou plutôt élevés avec le LTEM, en particulier sur l'évolution 4M2. Et pareil pour la latence est plutôt élevée en NB-IoT et plutôt faible en LTEM. La sécurité est très élevée, elle rajoute l'élément sécurisé qui est la SIM, quel que soit son format. Au niveau cellulaire, ce qu'on peut voir, c'est que la couverture elle est importante et on a le choix des opérateurs dans quelques régions du monde. Le NB-IoT est en croissance en Europe. Il y avait eu des essais de déploiement en 2018 et puis finalement ça a été un peu abandonné et c'est de nouveau en train d'être déployé massivement en Europe. Le NB-IoT, son usage actuellement, c'est majoritairement en Chine, c'est 80% des déploiements. Et ce qui est intéressant avec le NB-IoT encore, et c'est ce qu'on verra juste après, c'est la possibilité d'évoluer sur des technologies satellitaires. Alors si on prend justement le satellitaire maintenant, donc on va voir plusieurs points au niveau satellitaire. D'abord les technologies propriétaires, les solutions on va dire de première génération de communication. Et après on verra qu'il y a eu des évolutions sur les normes qui permettent d'avoir de la communication satellitaire avec des réseaux LP WAN qu'on a mentionnés précédemment ou des réseaux cellulaires.
pour faire de l'interopérabilité. Donc d'abord, si on part sur les solutions propriétaires, en général, l'avantage du satellite, c'est qu'on a 15% de la couverture terrestre qui est gérée par les réseaux terrestres, et puis après le reste, c'est pas possible. Donc sur les parties satellitaires, suivant comment sont calculées les orbites de nos différents satellites, on peut avoir une couverture qui est globale. Alors généralement, il n'y a pas les pôles qui sont couverts, ça dépend des solutions. Et il y a de multiples fournisseurs. Donc là, on en a sélectionné 3. Iridium, qui est un grand fournisseur américain. Astrocast, un jeune fournisseur de services suisse. Et Kineis, qui est français et qui vient de faire ses lancements de satellites. Alors, Iridium, ils ont une constellation de 72 satellites actuellement. Donc 66 sont en orbite basse. Ils en ont encore en déploiement, au moins 25 de prévus. Ils ont énormément de stations de base aussi, ce qui leur permet d'avoir une grande redondance au niveau de la transmission de la donnée. Et ils ont des latences qui sont faibles pour de la technologie satellitaire, de quelques secondes. À terme, ils ont créé des partenariats et ils envisagent de faire évoluer leurs solutions et leur offre de services pour intégrer aussi du LoRaWAN et du NB-IoT en satellitaire à base de leur constellation. Maintenant, si on prend Astrocast, c'est une société qui a été créée suite à un projet étudiant en fait en Suisse à l'EPFL, où ils ont développé un nanosatellite de 10 cm3 à peu près. Et maintenant, c'est une société qui a pour objectif d'avoir une vingtaine de satellites en basse orbite avec un protocole propriétaire et de couvrir, alors c'est plutôt l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Dans les faits, en fait, il faut vraiment aller voir sur leur site, il n'y a que quelques pays qui sont couverts actuellement. Le module est aux alentours de $50, la consommation est faible et la latence, pour l'instant, elle est de plusieurs heures, je crois que c'est 7 à 15 heures, mais à terme, quand leur constellation sera déployée, on sera aux alentours de 15 minutes. Et enfin, là, sur les opérateurs qui ne sont pas sur des réseaux autres, on a Kineis. Donc Kineis, c'est une société française. C'est une société qui a une offre depuis de nombreuses années en se basant sur les satellites Argos. Ils utilisent 9 satellites Argos et ils communiquent, ils utilisent l'effet Doppler pour la géolocalisation et puis après ils ont quelques transmissions de données qui sont très faibles. En plus de cette offre-là, c'est une société qui a des partenariats avec Semtech et leur objectif, c'est d'évoluer là encore vers le LoRa satellitaire. Donc le LoRaWAN satellitaire, c'est un marché qui est en explosion actuellement avec un très grand nombre d'opérateurs. Là, on en a sélectionné 3 un peu plus gros, Lacuna, Space, Wild et EchoStar Mobile. Ce qui est intéressant avec le LoRaWAN satellitaire, bon déjà ça fait partie du LoRaWAN, c'est une évolution. S'il y a 2 bandes qui sont possibles, ou on reste sur la bande ISM et on peut communiquer avec les satellites en orbite basse, ou alors on peut rajouter une antenne et une gestion de la bande S des géostationnaires. Et à ce moment-là, en fait, ça nous ouvre le champ à d'autres constellations de satellites avec un double système. Par contre, à ce moment-là, la consommation elle est 3 fois plus importante. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que sur un objet actuel, on puisse accéder à de la communication satellitaire en LoRa une fois que ces constellations seront un peu plus déployées. Sur le même principe, on a aussi le cellulaire satellitaire. Donc là encore, l'idée c'est d'avoir du hardware qui soit non modifié et qui permet de la communication directement avec des satellites en orbite basse. La couverture à terme sera globale. Pour l'instant, elle est très dépendante. C'est surtout à l'état d'essai et elle est très dépendante des différents opérateurs. Et elle dépendra de la forme des constellations aussi, où passeront les satellites. Il y a une offre actuellement qui est disponible uniquement de Deutsche Telekom en accord avec Skylo. C'est une offre qui est labellisée comme d'essai sur leur site. Voilà. Si on prend sur les 3 principaux en cellulaire satellitaire qu'on a sélectionnés, donc il y a Satellite IoT. Ce qui est important avec eux, c'est qu'ils soient membres de la GSMA, donc ils ont des accords d'itinérance, on va dire simplifiés avec la plupart des opérateurs. Ce qu'ils visent, c'est le NB-IoT au niveau cellulaire. Ils ont fait une démo juste d'un changement de réseau avec Telefonica cette année. Et ils lancent leurs 4 premiers nanosatellites pour leur offre commerciale en juillet.
Ensuite, on a Starlink avec son offre Direct to Cell. Donc Starlink, qui est une société filiale de SpaceX. Eux, c'est pas du NB-IoT, on est sur du LTE, de la 4G. Ils auront une couverture importante quand ils seront lancés l'ensemble de leurs satellites. Pour l'instant, ils en ont que 6 et ils comptent en mettre plusieurs centaines en 2024 déjà. Leur offre de service sur ça, c'est du SMS très rapidement et appel et données pour la communication cellulaire standard et l'IoT en 2025. Donc on n'a pas beaucoup plus d'informations, donc IoT, on ne sait pas exactement ce que ça couvre. Et enfin Skylo qui se différencie des deux autres parce que c'est une société qui offre un service qui n'a pas de satellite et elle loue au niveau des différentes constellations. Donc elle a des accords avec un grand nombre de constellations, ce qui lui permet d'avoir un service intéressant au niveau international. Et c'est eux qui ont un accord avec Deutsche Telekom. Donc ils ont une version d'essai. Et ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est le coût. Donc actuellement, c'est en plus de l'abonnement forfaitaire terrestre, on n'est que à 2,70 € par an. Et après, par contre, c'est un coût à la donnée de 90 centimes d'euros le kilo-octet. Sur le cellulaire satellitaire, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Là, on n'en a cité que quelques sociétés, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. La plupart ciblent des marchés spécifiques comme l'IoT ou la téléphonie. Et après, on a quelques constellations qui, a priori, pour l'instant, ciblent que la donnée, donc plutôt avoir une connexion Internet rapide un peu partout dans le monde, comme le projet Kuiper d'Amazon ou OneWeb de Telsat. Comme je disais, c'est en cours de déploiement pour la plupart de ces constellations, même si ça accélère beaucoup. Et on peut attendre des prochaines versions de la 3GPP d'unifier un peu plus aussi ces protocoles de communication et d'améliorer la qualité de service. Pour l'instant, l'objectif de la release 17, c'est de fournir un service s'il n'y a pas de couverture terrestre, mais pas d'être le service à utiliser en priorité. Pour conclure, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un renforcement en fait, des technos dominantes qui cherchent à évoluer pour conserver le marché ou étendre leur marché. Donc c'est le cas par exemple du Bluetooth, du Wi-Fi, du LoRa. Que sur les LPWAN, on a une très très forte concurrence et que déjà entre les réseaux non cellulaires et les réseaux cellulaires. Et qu'avec l'arrivée du satellite, il est possible que des technologies comme le LoRaWAN et le NB-IoT prennent encore plus de parts de marché grâce à ces possibilités de couverture globale. Alors Bruno, si tu veux bien rester avec nous quelques instants, parce que je vais passer dans le public pour savoir si vous avez des questions. C'est aussi tout l'intérêt de cette journée, c'est d'avoir des moments d'échange, de vraiment pleinement vous rencontrer, recueillir aussi peut-être vos besoins, vos attentes. Est-ce qu'il y a déjà des réactions? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions à Bruno, Nicolas? N'hésitez pas. Sur ces technologies des télécommunications, je pense que maintenant, vous avez une vision un peu plus fine du sujet. C'était un très bel état de l'art. Pas de questions? Pas de remarques? Ok. Pardon? Ouais. Est-ce qu'on a déjà parmi vous, par exemple, des utilisateurs de ces technologies émergentes liées au satellitaire dont a parlé Bruno? Non? Personne? Et sur du LoRaWAN, sur du Bluetooth, du Wi-Fi, est-ce qu'il y a déjà des entreprises, des acteurs? Est-ce que vous avez déjà lancé des sujets avec des caractères innovants ou... Ah, ok, j'ai une slide à commenter. Alors, quel réseau de télécommunications utilisez-vous? On voit que... non, en fait, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. On est toujours à 5% sur le satellitaire, 3% sur autres. Alors, forcément quelqu'un, au moins, qui a répondu satellitaire. Est-ce qu'il peut se découvrir? Super, merci. Alors, sans révéler de grands secrets, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce que vous faites dans le satellitaire, par exemple? Je voulais passer le micro. Dans mon cas, c'est dans le cadre d'expérimentation scientifique avec Airbus Space and Defense, où on teste des formes d'ondes et des communications satellitaires, en fait. Super, très intéressant. Est-ce qu'on a... alors, qui a répondu, par exemple, autre? Ça peut être intéressant d'ouvrir ce... Quelqu'un veut s'exprimer? Non? Ah.
Bonjour, j'ai pas répondu autre, mais bon, c'est pas grave. Je prends le micro quand même, comme ça, je le tiens. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, au niveau des acteurs français, vous avez cité Kineis. Il y en a d'autres quand même, Global Constellation par exemple, des gens comme ça qui veulent faire des choses nouvelles dans le côté spatial. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu sur l'émergence de Français ou d'Européens là-dedans? Parce que ça bouge quand même. Oui, alors non, justement, je vais pas avoir tous les noms. Je sais juste qu'ils sont beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'acteurs, que la plupart du temps, c'est pas déployé. Kineis, on en a parlé parce que leur lancement, c'était la semaine dernière, donc c'était un peu l'occasion de les mettre un peu en avant. Mais la plupart du temps, c'est des projets, encore tout ça, donc il faut attendre d'avoir les offres commerciales, puis pouvoir tester surtout, pour avoir autre chose que des spécifications tirées de datasheet, quoi, avoir des vrais résultats. Mais oui, je pense que les Européens et les Français en particulier, ça fait partie des priorités de celles qu'on testera quand elles seront disponibles. Sur le LoRa, peut-être, quelqu'un veut témoigner ou confirmer qu'il a bien répondu LoRa? Qui a lancé? Oui, ah bah, ok. Merci beaucoup. Sur le LoRa, donc je suis à l'INSERM Admeca. Donc sur le LoRa, ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit dernière, on a participé à une expérimentation du CNES, des élèves de l'école. Il y a un ballon sonde qui a été lancé, qui est resté 2 heures à 42 km d'altitude et qui est ensuite descendu à 24 km d'altitude. Et on a fait différentes expérimentations. Il y avait 11 expérimentations. L'INSERM Admeca, c'était une des 11. Et on a testé une communication LoRa point à point, développée de A à Z, des antennes jusqu'au traitement numérique en bande de base sur des Raspberry. Et tout s'est bien passé. Donc on a validé les communications et l'objectif l'année prochaine, c'est de valider des communications LoRa sur un vol transatlantique qui va partir de Suède et qui va aller jusqu'au Canada. Et on va essayer de battre le record du monde de la communication LoRa. Je pense que c'est intéressant là, de parler de ça. Là, on a parlé du LoRaWAN tout le temps, donc la partie protocolaire, mais en fait, le LoRa, c'est pas que le LoRaWAN. Et effectivement, que ce soit dans ce cadre ou dans d'autres, des fois, le LoRa, ça peut être intéressant d'utiliser sur d'autres bandes de fréquences aussi, pour avoir d'autres caractéristiques, comme une meilleure pénétration, par exemple, ou d'avoir son propre protocole. Donc, le LoRaWAN, effectivement, c'est la partie certifiée qui permet d'avoir une interopérabilité, mais il y a aussi le LoRa juste en support physique, avec des protocoles propriétaires souvent pour avoir des performances adaptées à des cas d'usage particuliers. Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question, peut-être qu'on va le développer après dans la table ronde. Est-ce que entre les technos 5G pour les zones blanches et puis Starlink, qui est également une solution intéressante pour des sites isolés, est-ce que c'est une question que je me pose, est-ce que les deux sont antinomiques, complémentaires? Comment on pourrait voir un peu les choses? Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de plusieurs opérateurs satellitaires là, cellulaires. C'est que, alors Starlink, on ne sait pas trop parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils fourniront comme type de communication. Ils parlent de LTE, mais donc ce serait plutôt de la téléphonie qui serait visée. Sur leur offre IoT, on ne sait pas ce qu'ils vont utiliser comme protocole. Après, on a des constellations qui, effectivement, pour ces zones blanches, souhaitent couvrir, mais c'est pour vraiment de la data passée. Et puis après, on a des constellations qui sont déjà placées sur des marchés plus de l'IoT, donc des LP1. Et là, c'est souvent du NB-IoT parce que ça fait partie de la norme 3GPP, d'avoir l'extension satellitaire. Une autre question, une autre remarque? Moi, j'avais une petite remarque peut-être pour Bruno. Tu nous as dit tout à l'heure que parfois il était compliqué d'accéder aux informations liées aux spécifications de ces différentes technos. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une compétition sur des marchés émergents, ou est-ce que c'est lié au fait que ces technologies doivent être normalisées, standardisées? Est-ce que tu as des éléments de réponse sur ce point? Alors, je ne sais pas, mais je vais conjecturer. Je pense que là, actuellement, toutes ces sociétés-là qui font des lancements de satellites, elles sont un peu toutes en concurrence, et c'est le moment où il faut qu'elles lèvent des fonds, ainsi de suite. Et donc, on est tout le temps sur la théorie de ce qui sera possible si jamais ils arrivent bien à lancer tous leurs satellites qui fonctionnent bien, qui sont bien orientés, bien positionnés. Donc c'est-à-dire qu'il y a des écarts finalement entre les performances annoncées et celles qui sont observées sur le terrain? Eh bien, c'est quelque chose qu'on pourra voir que quand les constellations seront déployées, oui. Ok, je ne sais pas s'il y a une autre remarque, intervention. Non? Personne? Ok.
Alors, on va passer à la suite. Merci Bruno. On peut applaudir Bruno pour ce bel état de l'art.